Voilà, Monsieur Pout, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre profil académique? Alors donc moi j'ai eu mon diplôme en septembre 2019 et donc j'ai fait un master en sciences psychologiques à finalité spécialisée et je me suis intéressé plus particulièrement à la neuropsychologie clinique. Ok. Où travaillez-vous actuellement? Alors je suis actuellement psychologue à mi-temps à l'ASBL Le Reniveau qui se situe à Autigny et donc c'est un service d'hébergement et plus particulièrement un service résidentiel pour adultes. Donc des adultes atteints de déficiences intellectuelles sévères ou profondes, associées à des symptômes autistiques. Et alors certains présentent un handicap aussi physique. Ok. Donc, on a bien compris que vous étiez psychologue. Vous m'aviez dit que vous étiez à mi-temps. Mhm. C'est ça. Est-ce que vous avez votre autre mi-temps, c'est pour une autre fonction? Alors, donc pour l'instant, j'ai que ce mi-temps-là. Ok. À la base, moi, j'avais vraiment cherché comme premier job un mi-temps salarié en me disant, voilà, ça me fait une sécurité Mhm. pour par la suite éventuellement être indépendant complémentaire. Ok. Et à ce moment-là, faire réellement de la neuropsychologie, parce qu'ici, je suis psychologue et c'est tout à fait différent de ce que j'ai appris à faire à l'université. Ok. Quelles sont les missions principales de votre métier chez Reniveau? Alors, bon, c'est un poste un peu particulier. Bon, déjà, par rapport au fait que c'est un service résidentiel pour adultes et qu'on est dans le domaine du handicap. Et en plus de ma fonction de psychologue, j'ai aussi tout un rôle de référent formation. Et donc, je m'occupe de faire ce qu'on appelle le plan de formation et donc de rechercher des formations pour le personnel en fonction de leurs désirs et de les inscrire donc à ces formations. Donc j'ai déjà tout cet aspect-là de mon travail qui est très présent. J'ai aussi pour mission de participer et d'organiser surtout les réunions en équipe avec les éducateurs, etc. D'élaborer et de suivre tout ce qui est les PEI. Donc les PEI, c'est le programme éducatif individualisé. Donc Mhm. chaque résident a son PEI, qui est en quelque sorte un document qui reprend les objectifs pour l'année en cours ou les 2 années qui arrivent et où on se donne vraiment, où on fixe les moyens pour y arriver, etc. Donc ça, c'est un troisième point. Après, évidemment, il y a tout ce qui est rédaction des rapports psychologiques des résidents. Alors bon, ça, c'est aussi assez particulier dans le sens où ce sont des résidents donc, qui ont une très lourde déficience. Et donc, aucun n'a accès au langage oral. Mhm. La communication se fait par échange d'images. Et donc, avoir un entretien réellement avec ces personnes, ça n'est pas possible. Et donc ça, c'est voilà, c'est particulier, mais c'est toujours une mission qui est mienne. Euh, Après, voilà, au niveau des missions qui sont dans mon contrat de travail, on s'arrête là. Bien évidemment, j'ai la liberté de faire d'autres choses et je ne m'en prive pas. Notamment, j'ai mis en place récemment un système dans lequel je peux évaluer les résidents, mettre en évidence leurs besoins, leurs compétences, parce que même si ils n'en ont pas beaucoup et leur autonomie est très faible, il faut quand même l'évaluer, ne fût-ce que pour avoir une trace, parce qu'il faut savoir que dans le domaine du handicap, on est de plus en plus contrôlé par la VIC, Mhm. qui nous impose vraiment des choses parfois aberrantes, mais voilà. Euh, Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est en cours. Et ce qui me tient à cœur aussi énormément, c'est d'améliorer la communication dans les équipes, qui est au reniveau un problème assez prégnant. Et alors aussi le rôle de médiateur entre d'une part la direction et d'autre part les autres membres du personnel, notamment les équipes éducatives. Ok. Est-ce que vous pouvez décrire une journée professionnelle type? Alors c'est très difficile parce que déjà je suis à mi-temps, donc il y a toute une partie de la semaine
où je ne suis pas présent, alors quand je reviens le lundi matin, par exemple, ben, on me dit, ah mais tu sais, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et parfois, c'est des demandes bien spécifiques, et donc je fais ma journée en fonction de ces demandes aussi. Mais bon, globalement, voilà, j'arrive dans mon bureau, bon, je fais généralement un petit tour de l'établissement, bon, dire bonjour un peu à tout le monde et saluer les résidents. Et puis bon, je vais checker mes mails, voir si je n'ai pas eu des mails, et notamment par rapport à tout ce qui est formation, puisqu'il faut s'arranger toujours avec la VIC. Et puis après, voilà, je fais en fonction d'eux. Si j'ai des formations à prévoir, ben, généralement, je fais toute une partie de ma matinée, c'est de la recherche d'informations par rapport à ça, entrer en contact avec les opérateurs de formation. Euh, pour tout ce qui est formation collective, ben, il faut voilà, s'arranger pour les budgets, pour le contenu, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui m'occupe assez bien. Et puis voilà, quand j'ai du temps libre, ben, j'essaie d'aller participer aux activités avec les éducateurs pour en même temps faire de l'observation et pouvoir ainsi mettre à jour régulièrement mes rapports psychologiques. Ok, alors quelles sont les compétences nécessaires pour le métier de psychologue, selon vous? Alors, pour le métier de psychologue, il y a ces deux choses, parce qu'il y a pour le métier de psychologue et il y a aussi pour le métier de psychologue au haut niveau. Okay. Parce que je pense qu'il y a quand même des petites différences, mais je pense globalement que pour un psychologue, ce qui est important et ce qui fait parfois malheureusement défaut, c'est de l'organisation déjà. Il faut être très organisé. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'on ait face à nous un patient, et ça arrive souvent, qui vient nous voir avec un problème. Mais la solution, c'est d'abord de pouvoir lui mettre à lui de l'organisation parce que justement, il n'en a pas. Et c'est parfois simplement le fait de faire en sorte que le patient organise sa pensée, eh bien, il va aller mieux déjà. Et bon, c'est un type d'organisation à part, mais je pense que même dans le travail en tant que tel, pouvoir correctement classer ses documents, etc., c'est très important. Il y a toute une partie aussi de résistance au stress, que ce soit le stress qu'on se met soi ou le stress qu'on va avoir par rapport à la personne qui est en face de nous. C'est très important. Et là aussi, très important par rapport à mon travail en tant que psychologue du haut niveau, c'est que du stress, il y en a énormément. Les équipes éducatives ont énormément de stress. Parce que, surtout en cette période-ci de Covid, avec bon, c'est quand même des résidents, ce sont des personnes très à risque. Et donc, ne fût-ce que ça, le stress est très présent et c'est aussi aux psychologues à dire, OK, on va voir qu'est-ce qui se passe vraiment, on met les choses à plat et on essaie de garder son calme. Donc, donc j'ai parlé de l'organisation, de la résistance au stress, mais il faut aussi pouvoir être patient. Hein, tous les problèmes ne se résolvent pas comme ça tout de suite. Et c'est aussi quelque chose qui est vrai dans mon travail actuellement, puisqu'il y a énormément de points sur lesquels il faudrait insister et des pistes d'amélioration, il y en a énormément. Et tout ne peut pas se faire du jour au lendemain, loin de là, surtout quand on est avec des éducateurs, etc., qui sont en poste depuis 20, 30, certains 40 ans. Voilà, le petit jeune de 24 ans, il ne va pas arriver et dire on change tout. Et donc voilà, il faut organiser ce qu'on veut mettre en place, mais surtout se dire ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et avec un patient dans le cadre d'une activité privée, je vais dire, c'est aussi très important. Et de manière générale, dans la vie, je pense que les gens sont un peu pressés, hein, veulent toujours tout de suite, etc. Voilà, le fait de simplement calmer les choses, se montrer soi patient pour que l'autre le soit aussi, c'est important. Et alors, bon, un dernier point, c'est évidemment d'être ouvert, d'être tolérant par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est dans le même ordre d'idée que la patience, c'est-à-dire d'avoir un certain calme qui pourrait alors être transmis
aux personnes qui sont autour de nous. Voilà, pour les principales compétences, je dirais, qu'un psychologue doit avoir, mais ce n'est que mon point de vue, et c'est aussi fort influencé par le poste que j'occupe actuellement. Ok. La dernière question de cette interview, c'est finalement quels sont les conseils de type insertion professionnelle que vous pourriez donner aux futurs jeunes diplômés de la faculté de psycho? Alors, la première chose et la principale chose, je dirais, c'est de ne pas du tout négliger ces stages. Parce que, bon, je vais m'expliquer. Je vais prendre mon cas pour expliquer. Alors, moi, j'ai fait un stage en première master à la Fondation SUSA, à Mons. Oui. Bon, la Fondation SUSA, dans le domaine du handicap, c'est assez réputé, pour ne pas dire très réputé. Et je savais déjà à ce moment-là, que je voudrais travailler plus tard dans le domaine du handicap. Bon, quand je suis ici arrivé à mon entretien d'embauche en janvier 2020, au Reniveau, le simple fait que j'ai été stagiaire au SUSA, je pense que c'est ça qui a pesé dans la balance, et c'est comme ça que j'ai eu le poste. Et en plus, ici, j'ai eu récemment le monsieur Willet, le directeur du SUSA, en ligne, et il m'a annoncé que j'étais en haut de la liste par rapport au fait que des postes vont se libérer incessamment sous peu. Et donc voilà, je pourrais aussi obtenir un travail, un deuxième mi-temps au SUSA. Et tout ça, toutes ces choses-là, parce que j'ai fait un stage au SUSA, que je l'ai bien fait, que je l'ai choisi en fonction de ce que je pensais faire plus tard. Et donc ça, c'est la principale chose. Et d'ailleurs, je sais que de nombreux diplômés trouvent leur premier emploi, c'est sur leur lieu de stage, pardon. Donc ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner vraiment, et c'est le principal, je pense. C'est de ne pas se dire, je fais mes stages à un endroit où j'ai de la place. Non, c'est en fonction aussi de ce qu'on a envie de faire plus tard. Et alors, à ce moment-là, on le fait bien et ça paye toujours. Alors, plus particulièrement, une fois qu'on a son diplôme, moi je me suis inscrit par exemple au Forum, et ça, il y a pas mal de personnes qui le font. Il faut être patient, très patient, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, ça peut durer longtemps. Moi, quand j'ai été m'inscrire au Forum, on m'a dit tout de suite, et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est pour motiver ou justement le contraire, mais on m'a dit, alors un diplômé universitaire, ça met environ 6 mois pour trouver son premier travail. Alors bon, forcément, ça met un coup déjà au moral d'emblée, parce que souvent on se dit, voilà, je suis diplômé, j'aimerais bien trouver un travail, et on a envie que ce soit le plus vite possible. En moyenne, ça ne se fait pas non plus dans les premiers mois. Hein. Donc, je ne dis pas que ça ne va pas vous arriver, mais il faut s'accrocher, parce que c'est vrai que quand on fait, on envoie 4-5 candidatures par semaine, c'est beaucoup de travail. Après quelques mois, on commence déjà à sentir certaines lassitudes. On voit les autres qui travaillent déjà, certains ils sont mariés, ils ont des enfants, et puis on est toujours là à chercher un emploi. Ça n'est pas toujours évident. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point que j'aimerais bien souligner, c'est qu'il faut être patient, et surtout il faut faire d'autres choses que de chercher un travail. Il faut sortir, il faut prendre l'air, il faut faire du sport, etc. C'est super important. Alors moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la méditation. J'étais quelqu'un de très 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 stressé, et le fait de simplement faire de la méditation, pleine conscience, etc. Toutes ces choses-là, ça m'a beaucoup aidé, et aussi dans ma recherche d'un emploi, quoi. Ok. Donc, plus d'autres conseils? Non, je n'en vois pas là comme ça. Ok, ça c'était plutôt à faire. Est-ce que vous avez des conseils à ne pas faire peut-être pour les étudiants? Oui, finalement, ça va rejoindre d'une certaine manière ce que j'ai dit dans les choses à faire, puisque je dirais que la première chose à faire, c'est justement de ne pas se dire je reste focus sur ma recherche d'emploi et je ne fais rien d'autre, jusqu'à ne plus sortir, etc. Il faut vraiment
faire d'autres choses, parfois, c'est le meilleur moyen d'obtenir ce qu'on a envie d'avoir. Et donc oui, tout à fait, faire autre chose, aller faire des choses qui nous font plaisir, aller courir, faire du sport, aller voir des amis. Enfin, vraiment, il faut pas passer 24 heures sur 24 sur son ordinateur pour chercher un emploi. Ça n'est pas, selon moi, la meilleure chose à faire. Deuxième chose, peut-être aussi, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas être organisé. La recherche d'emploi, c'est comme dans le travail du psychologue, il faut être super organisé. Moi, personnellement, j'avais fait des tableaux Excel où j'avais noté la date du jour, l'endroit auquel j'ai postulé, est-ce qu'il s'agit d'une candidature spontanée ou une réponse à une offre, est-ce que j'ai reçu une réponse ou pas, etc. Donc j'avais vraiment fait un tableau Excel assez complet pour, d'une part, savoir où j'avais déjà postulé, parce qu'on perd vite le fil quand on en fait beaucoup, et d'autre part, pour savoir si c'était une candidature spontanée, ou même ne fût-ce qu'une réponse d'offre, savoir quand est-ce que j'ai postulé, quand est-ce que je peux relancer ma candidature. Généralement, je le faisais 2 semaines plus tard. Et donc ça, c'est super important. Et alors évidemment, garder une trace, bon ça, le forum, de toute façon, il le demande, mais garder une trace de tout, c'est-à-dire les mails qu'on envoie, les offres auxquelles on répond, le CV qui, bon, je suis partisan du fait qu'il faut un CV qui soit adapté en fonction de l'offre, de même que la lettre de motivation. Il ne s'agit pas de faire un CV type, une lettre de motivation type, et de l'envoyer à n'importe qui. Hein, il faut vraiment faire les choses correctement et à chaque fois se dire, OK, je postule à tel endroit, quelles compétences est-ce qu'il faut que je mette en avant? Quels sont les stages éventuellement que je dois plus détailler dans mon CV? Et donc tout ça, bon, ça fait partie d'une certaine organisation, je pense qu'il faut avoir, et qui, de un, permet de savoir où on en est, et donc par extension, de réduire un stress qui est déjà fort présent par rapport au fait qu'on est en recherche d'emploi. Et alors, bon, une dernière chose, mais bon, c'est très... je ne sais pas si ce sera vraiment d'application, il ne faut pas non plus se dire qu'on va refuser trop d'offres. Parce que c'est vrai que parfois on a une vision claire de ce qu'on veut faire. En tant que jeune diplômé, je pense qu'il faut aussi passer par une étape de se dire je vais accepter ce poste, même si c'est un mi-temps, même si c'est un contrat de remplacement, même si c'est un peu loin. Voilà. Moi, pour ma part, j'ai ici au Reniveau, je suis toujours, mais ça va changer bientôt, je suis toujours en contrat de remplacement. Et la SBL est quand même à Autigny, j'habite à Ath. Donc, le trajet est quand même un peu long, tous les matins et tous les soirs. Mais voilà, je veux dire, à partir d'un certain moment, il faut se dire, OK, je suis jeune, j'ai besoin d'acquérir de l'expérience, et il faut passer par cette étape de se dire, OK, j'accepte le poste, hein, parce que sinon, c'est vrai qu'à ce moment-là, si on veut vraiment trouver le poste parfait du premier coup, je ne pense pas que ce soit possible. Donc voilà. Bien, écoutez, merci pour toutes ces informations, tous ces conseils. Donc ici, je vais laisser la place aux étudiants pour poser leurs questions. Donc soit, comme vous êtes quand même nombreux, vous pouvez écrire votre question soit dans la conversation de la réunion, ou alors vous pouvez lever la main et je vous donnerai la parole. Voilà. Voilà, alors ici, donc je crois que c'est Laura Jarbeau qui a posé une question. Donc tu peux poser ta question. Oui, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Pote. Oui, en fait, voilà, j'aurais des questions à vous poser par rapport à votre profil académique, parce que je ne sais pas si vous avez fait les cours du jour ou du soir à Charleroi. Et je ne sais pas aussi si vous avez de l'expérience, enfin, si vous avez eu de l'expérience professionnelle avant d'entamer votre cursus universitaire. Alors, donc, pour la première partie de la question, donc j'ai fait mes cours à Mons, uniquement en horaire de jour, hein.
Donc, j'ai jamais été suivre des cours à Charleroi ou quoi. Et alors, j'ai commencé en fait directement quand je suis sorti de l'école secondaire. Donc, j'ai pas eu d'expérience du tout en matière de psychologie ni même de handicap avant de commencer. Maintenant, Ok. voilà, j'ai vraiment, c'est toujours bizarre de dire ça, mais je suis tombé vraiment amoureux du domaine du handicap quand j'ai dû faire un travail d'observation en deuxième bac pour un cours de psychologie du handicap. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à m'intéresser au handicap. Et après seulement, j'ai commencé à faire des choses en lien avec ça, et notamment en Master 1, ce stage à la Fondation SUSA. Et alors, pour répondre à une autre question qui est posée, je vois dans le chat, en deuxième master, directement, je me suis orienté aussi vers un stage dans le domaine du handicap. Alors, c'était un stage en double mi-temps. Le premier mi-temps, c'était à l'hôpital Epicura de Ornu, où là, j'étais en liaison gériatrique et psychiatrique. Donc, on faisait essentiellement des bilans de personnes qui avaient une suspicion de démence, etc. Et alors, le deuxième mi-temps, qui là m'intéressait beaucoup, beaucoup plus, c'était à Neuville, dans le service Phoenix, qui est un service qui accueille des adultes polyhandicapés. Donc, de nouveau, un stage dans le domaine du handicap, mais avec des adultes beaucoup plus autonomes, surtout des affections de type AVC, AVP, donc accident de la voie publique, donc tout à fait différent. Mais de cette manière, voilà, j'ai pu faire des stages dans le domaine du handicap, mais avec des populations différentes, puisque la Fondation SUSA, c'était avec des enfants et des adolescents principalement. Et justement, par rapport au handicap, est-ce que vous trouvez que votre spécialisation est plus utile en fait que certaines autres spécialisations qui sont proposées en master? Je ne dirais pas que c'est plus utile, c'est tout à fait différent. Ouais. Maintenant, voilà, je sais que pour mon poste actuel, par exemple, il y a des choses que je comprends beaucoup mieux que la personne que je remplace, notamment, qui avait fait un parcours plus axé psychologie clinique pure, qui ne comprenait pas tout au niveau des comportements finalement des résidents, de leur façon de fonctionner au niveau cognitif. Donc, en ce sens, ma spécialisation, elle m'a amené des choses. D'un autre côté, par rapport, par exemple, aux familles, quand je dois faire un entretien avec les familles, là par contre, au niveau clinique, je suis moins bon, je vais dire, et donc j'ai plus de difficultés qu'un autre qui aurait pu faire la psychologie clinique. Mhm. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, oui. Et justement, par rapport à la neuropsy, est-ce que vous pensez qu'il y a plus de débouchés dans la neuropsy que dans les autres spécialisations de master? Est-ce que c'est quelque chose... Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup moins d'étudiants qui font la neuropsychologie. Et donc, Ouais. il y a beaucoup moins de concurrence. Mhm. Et puis, je trouve que finalement, la neuropsychologie, mais ça n'engage que moi, fait qu'on a des compétences un peu plus particulières qu'un autre psychologue. Et les autres psychologues ont des compétences particulières que nous n'avons pas. Mais je pense que ça fait qu'on se démarque déjà un petit peu. Mhm. Ok. Euh, Et sinon, pour l'instant, vous êtes en sixième. Est-ce que vous faites une sixième année de neuropsychologie clinique enfin, parce que je sais qu'il est possible, en fait, après le master, de suivre une sixième année en neuropsychologie clinique. C'est pas obligatoire, bien sûr. Est-ce que vous faites ça à raison d'un jour par mois ou Alors non, je ne le fais pas du tout. Et sincèrement, je vais dire que l'essentiel du métier, on l'apprend surtout sur le terrain et en fonction de ce qu'on doit ou ne doit pas faire par rapport à son poste. Et donc, les études, c'est très bien, mais ce n'est qu'un premier pas. Et je pense qu'être au plus tôt dans une situation professionnelle, au mieux. Parce que il y a plein de choses qu'on n'apprend pas à l'université et qui pourtant sont très très utiles au quotidien dans le travail. Mhm. Et justement, est-ce que, par exemple, est-ce que faire un stage à l'étranger, est-ce que vous pensez que ça pourrait aussi accroître la valeur de notre profil auprès des employeurs? Ah, ça dépend ce que vous souhaitez faire.
je ne sais pas, par exemple, un stage en hôpital psychiatrique à l'étranger, en fait. Est-ce que ça pourrait créer une valeur ajoutée? Ça crée toujours une valeur ajoutée d'avoir une expérience à l'étranger et de pouvoir se débrouiller dans une autre langue. Maintenant, je ne pense pas que ce soit tout à fait indispensable. Je pense qu'il y a d'autres moyens de se démarquer, notamment en faisant des petites formations, en faisant voilà, des petits stages à gauche, à droite, et accroître en fait sa palette de compétences, mais concrètement, c'est-à-dire, il ne faut pas non plus se dire, ok, je vais aller étudier à l'étranger, je vais faire ceci à l'étranger. Je ne pense pas, à moins de faire de la recherche, que ça puisse être une plus-value extraordinaire. Ah, voilà, ok. Voilà, mais en tout cas, merci pour avoir répondu à mes questions. J'ai fait le tour de mes questionnements. Ok. Merci Laura. Alors, je vais me permettre de donner la parole à Isor Minet. Voilà. Par contre, Laura, si tu peux éteindre ton micro. Voilà. Et Isor, il faut allumer ton micro pour poser ta question. Je ne sais pas si finalement elle... Isor Minet, est-ce que finalement vous avez une question? Bon. Eh bien, tu reposeras ta question peut-être un peu plus tard. Non, on ne t'entend pas en fait. Ton micro n'est pas connecté. Tu dois cliquer sur le micro en haut à droite. Sinon, tu poses ta question dans la conversation de la réunion. Je vais déjà passer peut-être à la question d'Isabelle Déric. Donc, vous avez dit que vous communiquiez avec les résidents à l'aide d'images. Pourriez-vous expliquer? Et utilisez-vous éventuellement d'autres médias? Alors, donc, communiquer avec les résidents à l'aide d'images, donc c'est le système qui s'appelle PEX, donc système de communication par échange d'images en français. Alors, c'est vraiment l'outil le plus utilisé dans le handicap pour communiquer avec des personnes qui n'ont pas donc accès au langage oral. Et concernant les autres médias, à ma connaissance, oui, il y a d'autres possibilités. Il y a moyen notamment d'apprendre le langage des signes, etc. Et il y a des langages des signes tout à fait différents les uns des autres, hein. Il y en a plusieurs types. Mais je connais beaucoup mieux le PEX que les autres systèmes, et j'imagine qu'il y a d'autres systèmes que je ne connais pas encore et qui sont envisageables. Notamment via ordinateur, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, mais voilà, je n'ai pas connaissance, donc je ne vais pas dire de bêtises à ce niveau-là. Ok. Alors, la question suivante, c'est donc Alistair Thomas. Bonjour, je suis actuellement en bac 3 et je vous avoue que certains aspects du métier restent flous. Les stages lors du master vous ont-ils permis d'avoir une vision beaucoup plus claire du métier? Alors, concernant le fait que c'est très flou, là, je ne peux que dire oui, c'est normal. En bac 3, là, ce n'est vraiment qu'en master qu'on commence à comprendre qu'est-ce que c'est réellement le métier de psychologue, et justement grâce au stage. Maintenant, grâce au stage, vous allez avoir une vision claire du métier de psychologue dans la situation dans laquelle vous serez. Et des psychologues, il y en a autant de types qu'il y a de postes de psychologues disponibles, hein. Donc, oui, vous aurez une vision beaucoup plus claire, ça c'est clair, de ce que c'est le métier de psychologue, mais ce ne sera jamais qu'une vision parmi une myriade de possibilités en termes de psychologie.
Ok, merci beaucoup. Alors, Diane Florent, pouvez-vous nous parler de vos premiers jours, mois de stage et de travail? Je suis en master et je suis inquiète car à l'université, on apprend beaucoup de théorie, mais finalement, il y a peu de pratique. Est-ce difficile de s'adapter au début, de suivre le rythme et les attentes? Alors, de nouveau, on parle de beaucoup de théories, c'est finalement très très flou hein, d'apprendre les choses à l'université, et ça je suis tout à fait d'accord. Moi j'ai eu la chance d'arriver dans un système où il y avait plein de choses qui étaient déjà mises en place, mais finalement j'ai été très très libre dans ma façon de travailler, et donc l'adaptation a été rendue un peu plus facile par rapport à ça. Maintenant, il faut aussi dire que je suis arrivé en juin 2020 et 2 mois après, il y a eu le confinement. Et comme j'étais personne à risque, j'ai été écarté. Donc là, pour l'adaptation, c'est un peu particulier parce que je n'étais pas encore du tout, dans la structure véritablement que j'ai été écarté. Et donc, de ce point de vue-là, c'est clair que c'est pas facile. Mais s'adapter, voilà, si généralement vous tombez dans une équipe qui tourne déjà bien et on s'y fait, bon, il faut vraiment, après que la direction vous laisse la possibilité et le temps surtout d'avancer à votre rythme, mais généralement c'est le cas. Surtout quand on n'a pas les compétences. En fait, moi j'ai été engagé, je n'avais pas les compétences requises. J'ai dû forcément m'adapter, notamment par rapport à tout ce qui est formation, faire un plan de formation, etc., contrôler des budgets. Bon, ça, c'est pas du tout des choses qu'on apprend à l'université, mais on apprend sur le terrain et on nous laisse généralement le rythme de s'y adapter. Alors, je regarde un peu la question, voir si j'ai un peu fait le tour, je pense. Hein. Alors oui, les premiers jours, oui, dans le domaine du handicap, il faut savoir que avec ce niveau-là de déficience, on rencontre énormément, et la majorité de nos résidents, c'est le cas, des problèmes de comportement assez prégnants, et notamment de l'auto- et hétéroagressivité. Et mon premier jour, finalement, j'ai été mordu à la main. D'ailleurs, j'ai encore un trou dans la main. Et bon, finalement, c'est quelque chose qui a eu plus de positif qu'autre chose, parce que j'ai pu, les éducateurs rigolaient un petit peu en disant il est des nôtres, parce que j'avais été mordu comme tout le monde et j'avais effectivement une marque assez importante. Donc voilà, bon, je sais que la personne que je remplace, ça lui est arrivé aussi lors de ses premiers jours de travail, et elle s'est mise à pleurer, elle est rentrée dans son bureau, elle n'est plus jamais sortie finalement. Donc, les premiers jours, allez, ça dépend comment on les conçoit, mais ça peut mal se passer, mais ça dépend surtout de la façon dont on réagit. Et quand on réagit bien, bon, moi, je savais que je prenais un risque de me faire agresser en travaillant dans ce milieu-là, donc je le savais très bien. Et donc finalement, ça ne m'a pas dérangé et je m'en suis bien sorti. Voilà, voilà. Mais je pense que j'ai fait le tour de la question. Hein. Oui, moi je pense. Alors, Olivia Germain, dans votre poste actuel, travaillez-vous avec des orthopédagogues? Concrètement, en quoi est-ce que votre travail de psychologue actuel diffère de celui de vos collègues orthopédagogues? Alors, je ne travaille pas avec des orthopédagogues, je travaille avec des éducateurs. Maintenant, donc voilà, c'est tout à fait différent. Donc, du coup, la deuxième partie de la question, je ne sais pas y répondre, puisque je ne travaille pas avec des orthopédagogues. Okay. Alors, Élodie Vasselin, avez-vous l'impression d'avoir plus appris en quelques mois de travail que pendant 5 ans d'études? Alors, la réponse, elle est courte, mais elle est simple, c'est oui. Maintenant, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses. En 5 ans, on apprend énormément de choses. Le tout, c'est de pouvoir s'en rappeler. Il y a plein de choses qu'on apprend en première, deuxième, troisième, qui sont des choses beaucoup plus générales et qu'on peut mettre en pratique plus tard d'une autre façon. Évidemment, ça implique qu'il faut se rappeler de ce qu'on a vu en début de cursus, mais
globalement, peut-être pas plus appris après les 5 ans d'études, mais appris énormément de choses tout à fait différentes et qui viennent compléter surtout les 5 années d'études. Ok. Après, voilà, si je peux rajouter quelque chose, Oui. c'est aussi que l'université, ça doit surtout nous apprendre à développer un sens critique et surtout, il faut entraîner ce qui est entre les deux oreilles. Et à partir de ce moment-là, on peut faire plein de choses. Si on a ce qu'il faut entre les deux oreilles, on fait énormément de choses et on peut très vite s'adapter à toutes sortes de situations, et notamment dans le travail après les 5 années d'études. Ok. Alors, Isor Minet, alors, combien de temps avez-vous mis avant de trouver un emploi? Et est-ce que vous aviez dû faire, alors attendez, je me demande aussi ce que vous aviez dû faire lors de votre stage au SUSA, car je suis également intéressée par le handicap et voudrais me diriger vers l'orthopédagogie clinique. Je me demande donc si un stage à cet endroit pourrait m'intéresser. Alors, donc, j'ai trouvé en fait cet emploi en janvier 2020 et j'avais commencé ma recherche d'emploi en septembre 2019. Donc, si je compte bien, ça fait 5 mois, quelque chose comme ça. Mais voilà, je dois vous dire que la période des fêtes a été difficile parce que bon, il fait noir dehors, etc. C'est déprimant et alors en plus, on ne trouve pas de boulot. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la majorité des demandes d'emploi que vous allez faire, vous n'aurez pas de réponse. Donc ça, il faut aussi tenir le coup à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour la première partie de la question. Alors, au SUSA, donc qu'est-ce que j'avais dû faire? Donc, comme j'étais en première master psychologie, j'ai fait essentiellement j'ai fait essentiellement passer des tests, hein, puisque donc j'étais plus précisément au service du diagnostic, donc où on fait toutes les batteries de tests possibles et imaginables en vue d'un diagnostic. Et donc, j'ai fait énormément de tout ce qui est évaluation intellectuelle, évaluation propre à l'autisme, donc avec la CARS, etc. Et donc, c'était essentiellement des tests d'évaluation. Et aussi, bon, la participation à des réunions, la participation à des entretiens avec les familles. Maintenant, voilà, si c'est un stage en orthopédagogie clinique, donc pas en psychologie, je ne sais pas trop comment ça se passe. Et à ce moment-là, je pense que vous ne serez pas dans le service du diagnostic, mais dans des services plutôt d'accompagnement. Mais là, par contre, je ne sais pas trop m'avancer à ce niveau-là parce que je ne connais pas bien. Mais néanmoins, si vous vous intéressez au handicap, je ne peux que vous conseiller de demander au SUSA s'il est possible de faire un stage. Ok. Alors, Catherine Leleu, le métier de psychologue nous assure-t-il un revenu attrayant? Alors, je propose que vous écriviez dans le chat ce que vous appelez un revenu attrayant. Alors, elle est en train d'écrire. C'est toujours une question qui revient, c'est bizarre, hein? C'est les questions habituelles et ils veulent savoir s'ils pourront assurer leur existence, je vais dire. Alors, en attendant que... Je vais déjà peut-être amorcer la réponse. Ok. Bon, moi, j'ai pas de problème à parler de ça. De toute façon, l'information est sur Internet. Un psychologue en début de carrière, je pense que c'est pour un équivalent temps plein, 3300, quelque chose comme ça. Donc voilà, moi, je suis en mi-temps. Au niveau du brut, on est à 1006, c'est quelque chose comme ça. Pour ma part, ne fût-ce que déjà un mi-temps, c'est suffisant pour vivre et je sais même mettre de l'argent de côté tous les mois. Mais je sais que certaines personnes consomment beaucoup plus, par exemple en eau, gaz, électricité, consomment beaucoup plus en denrées alimentaires, mais à ce moment-là, ça devient très juste avec un mi-temps. Mais avec un temps plein, si vous avez la chance d'en avoir un,
il y a clairement moyen de... Moi, je pense que c'est un revenu tout à fait correct, et c'est normal parce qu'on a quand même fait 5 ans d'études universitaires, on a quand même le droit d'avoir un revenu qui est quand même relativement intéressant. Voilà, donc Catherine Leleu signalait un revenu au-dessus du minimum vital au moins, et puisque vous nous confiez avoir un mi-temps. Alors bon, déjà, pour revenir sur cette question, donc si j'étais en mi-temps et que je gagnais moins que le minimum vital, ben, je serais au chômage, ce serait plus intéressant. Voilà. Donc, ok. Alors, une question de Laura Zarbo. Je constate, donc voilà, en quoi consistent précisément les 2 années de master en neuropsychologie du point de vue des cours? Alors bon, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais en tout cas, en quoi ça va consister? Eh ben, énormément de théorie, hein, surtout, de nouveau, mais vraiment axé sur le cerveau, son fonctionnement. Donc, ce sera un petit peu comme le cours de neuropsychologie de Bac 3, mais où on va vraiment approfondir chaque page du syllabus, et de manière assez pointue. Voilà comment ça se passe. Je ne vais pas inventer des choses, c'est de la théorie. Hors des stages, c'est beaucoup de théorie, mais ça ressemble fort, voilà, à ce syllabus de neuropsychologie qu'on a en Bac 3, mais pour lequel vraiment on va beaucoup plus loin. Ok. Alors, il y a 2 étudiantes qui sont en train d'écrire. Peut-être ajouter déjà que voilà, s'il y a des questions auxquelles j'ai répondu et que j'ai pas été très précis ou très clair, il ne faut pas hésiter à reposer une question plus précise dans le chat. Exactement. Voilà, alors. Élodie Vasselin, avez-vous des conseils en cette période de Covid, en plus de ceux que vous nous avez déjà donnés, pour nous aider à trouver un stage? Car cela est très compliqué. Alors, effectivement, c'est très compliqué. Maintenant, voilà, ça dépend des structures, hein. Certaines structures sont tout à fait OK pour accueillir des stagiaires, même si c'est plus compliqué. Ce que je pourrais dire peut-être, c'est quand on postule pour le stage, et c'est pareil pour un emploi en ce moment, je pense qu'il faut se montrer très flexible et ne pas hésiter à dire, ben voilà, si vous m'acceptez en tant que stagiaire, ben, je vous aiderai pour certaines choses, notamment, je parle des institutions ici pour personnes en situation de handicap. Ben, quelqu'un qui postule pour être stagiaire en psychologie, par exemple, eh bien, s'il me dit ok, je veux bien aussi aider les éducateurs, etc., parce que leur tâche, elle est vraiment très ardue en ce moment. Mais si il vient aussi avec la flexibilité de se dire, ok, je viens pour la psychologie, mais je peux aussi faire d'autres choses pour aider, là, je pense que c'est une plus-value assez importante. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on pourrait éventuellement mettre en avant dans une demande de stage. Okay. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Si je ne vois plus personne, peut-être quelqu'un. Voilà, donc si vous n'avez plus d'autres questions, bah, je propose qu'on clôture ici la séance de présentation. En tout cas, Monsieur Pouch, je vous remercie. Vous nous avez donné pas mal d'informations, de conseils. Je pense que
ça sera utile pour les étudiants. Donc voilà. Si je pouvais juste ajouter une petite dernière chose, parce que j'y pense comme ça là maintenant, c'est que voilà, il faut pas se mettre la pression par rapport au fait que à l'université, pendant les cours, tout ça, on voit énormément de théorie et très peu de pratique. Et même les stages, finalement, on apprend plein de choses au niveau pratique, mais c'est pas suffisant, moi je pense, que pour être tout à fait prêt au monde du travail. Mais je vais dire, il faut pas se mettre la pression. Vous allez vous lancer, au début ce sera peut-être un peu compliqué, mais ça c'est le cas pour tout le monde, dans n'importe quel métier. Et puis progressivement, ça va aller mieux. Et donc voilà, ne vous mettez pas la pression, ne vous dites pas, ouais, on apprend, on n'a pas de pratique, etc. On est toujours dans la théorie. Ben, c'est normal finalement. Et ça va aller mieux d'année en année. Vous verrez, avec la pratique, tous les problèmes vont se résoudre et toutes les pièces vont s'assembler parce que vous allez vous dire à un moment donné, ah ben oui, ça me rappelle quelque chose que j'ai vu à l'université. Et à ce moment-là, vous pourrez aller rechercher l'information théorique qui va vous servir dans la pratique. Et voilà, c'est un puzzle qui va s'assembler au fur et à mesure. Il faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Bien, merci pour ce dernier conseil. Je crois que c'est important pour chacune et chacun. Voilà, moi j'ai été étudiant encore il y a 2 ans, donc je sais très bien comment ça se passe. On est vite stressé avec toutes ces petites questions qu'on se pose. Et voilà, je pense sincèrement qu'il ne faut pas se mettre la pression. Les choses arriveront comme elles doivent arriver. Et il n'y aura pas de souci. Hein. Si vous faites le nécessaire, il faut que ça se passe bien. Voilà, ok. Bien voilà, je pense qu'on peut ici clôturer la présentation.